Bonjour à toutes et à tous. Le prêt est une nécessité vitale pour l'économie. Les entreprises, les particuliers ont besoin de pouvoir emprunter de l'argent dans toutes sortes de situations. C'est le cas aussi des institutions et de l'État. La séquence suivante montrera pourquoi il est impossible de réformer de nombreuses lois et réglementations d'un pays, ainsi que réformer ses institutions, y compris le système bancaire, lorsque le financement des États dépend des marchés financiers. Cette séquence vidéo montrera aussi quelles pistes mettre en œuvre pour sortir de cette impasse. Nous verrons comment concevoir un système de prêt qui ne dépend plus ni des marchés financiers, ni même des États. Dès ce moment, les marchés financiers, notamment, ne pourront plus imposer leur volonté à l'économie et à la société dans son ensemble, pas même aux États. Alors, de quoi s'agit-il ? Dans la plupart des situations, la monnaie va dans le système de la financiarisation. Et de là, il se place soit sur les marchés monétaires, soit en bourse, soit pour les matières premières, ou encore pour d'autres types. Et bien sûr aussi, j'aurais pu ajouter dans l'immobilier, où là, on a une grande partie de la monnaie qui est placée de façon à ce qu'elle fasse des petits, c'est-à-dire de façon que l'argent travaille par lui-même, parce qu'au fond, c'est de ça qu'il s'agit. C'est qu'on fait travailler l'argent à notre place, au lieu que nous travaillons nous-mêmes, ou on fait peut-être les deux en même temps. Ça arrive aussi, mais on est donc face à un problème considérable dans l'économie et qui en fait est un petit peu comme un cadenas qui empêche le système de se métamorphoser. C'est comme un cadenas qui verrouille l'entièreté du système. Et voilà, on le voit comme un cadenas rouge, il est bien visible, mais ce cadenas rouge, en fait, à quoi correspond-il ? Il pourrait sembler qu'il soit extrêmement compliqué, qu'il faudrait voir de multiples aspects pour saisir en quoi consiste ce cadenas. En réalité, ce cadenas, il tient en quelques mots. Il est une phrase. Et cette phrase, c'est celle que vont prononcer les détenteurs de capitaux lorsque l'on voudra faire des réformes qui ne leur conviennent pas, qui ne vont pas dans le sens de l'économie spéculative qui est leur économie. Ces détenteurs de capitaux, ils vont dire tout simplement, mais d'accord, faites vos réformes. Et si vous les faites, alors les capitaux vont quitter le pays. Les capitaux vont s'en aller et se placer dans d'autres pays. Et à partir de ce moment-là, vous n'aurez plus les capitaux nécessaires pour pouvoir prêter aux entreprises. Ou alors, nous vous les ferons payer à un prix très très élevé, c'est-à-dire à des taux d'intérêt qui sont au fond insupportables. Donc allez-y, appliquez vos réformes, mais ne vous étonnez pas de ce qui va arriver, et ça arrivera dès le premier jour où vous appliquez les réformes. D'ailleurs, Michel, dans bien des cas, il n'est même plus nécessaire que cette phrase soit prononcée, puisqu'il existe des structures dans tous nos États modernes qui empruntent et réempruntent constamment de l'argent sur les marchés financiers. Et il suffit que certaines mesures soient prises qui soient considérées comme étant par trop risquées ou ne correspondant pas à un certain nombre d'intentions, et le taux d'intérêt qui devra être payé par l'État pour emprunter certaines sommes d'argent va commencer à monter, sans même qu'il n'y ait plus besoin de prononcer la phrase. Simplement, le taux d'intérêt devient ingérable pour les États s'ils ne se conforment pas aux attentes des marchés financiers.
Oui, oui. C'est absolument clair, hein. Ça se passe vraiment actuellement comme ça, hein. Et on a des exemples. On pourrait prendre ce qui s'est passé en France juste après l'élection de François Hollande, hein, où tout à coup, alors qu'il avait déclaré mon ennemi c'est la finance, tout à coup, il a mis de côté un certain nombre de réformes qu'il avait annoncées, hein. Voilà, je ne veux pas rentrer dans les détails de ça, mais il y a eu des entrevues qui se sont passées avec certaines personnalités du monde de la finance et qui ont conduit à se tourner kazakh, comme on dit, hein. Mais aussi, on peut prendre l'exemple de la Pologne, hein, où là, on a vu, et ça c'est très très intéressant par rapport aux rêves qu'on peut avoir les uns et les autres, de dire ben on va changer la société, hein, parce que il y a eu une sorte de grand soir en Pologne, et il y en a eu un aussi en Afrique du Sud. En Pologne, lorsque Solidarność a pu arriver au pouvoir, avec Lech Wałęsa comme président de la Pologne, en Afrique du Sud, quand Nelson Mandela est arrivé aussi à la présidence, avec des objectifs, dans les deux cas, un des objectifs qu'ils avaient, c'était l'autogestion des entreprises. Eh bien, en Pologne, c'était très documenté, cette chose-là. Il y a eu une nuit où des envoyés, ce qu'on appelle comment ils s'appellent, les envoyés c'est de l'école de Milton Friedman. Là, le nom m'échappe là maintenant, mais ces personnalités qui travaillent pour le Fonds monétaire international, mais aussi des gens qui représentent les intérêts de certains fonds spéculatifs. Quelquefois, ça peut d'ailleurs être les mêmes, hein. Eh bien, ces personnes-là ont discuté pendant une nuit en Pologne. Et ils sont avec les responsables, notamment le ministre des Finances. Et le lendemain matin, le ministre des Finances commençait à faire des annonces qui mettaient un couvercle en fait sur les réformes. Et exactement la même chose s'est passée avec l'ANC et donc le Congrès national africain, hein, en Afrique du Sud, après l'élection de Mandela. Donc on a deux exemples, il y en a d'autres ailleurs, hein, mais ces deux-là sont les plus flagrants, parce que là on était dans le cas d'une société, une démocratie on va dire, qui en principe avait la possibilité de faire toutes les réformes qu'elle avait annoncées qu'elle ferait. Et tout ça a été mis sous les ténoirs en quelques heures par une sorte de chantage fait par les représentants de cette économie financiarisée. Donc il faut voir le pouvoir, et ça tient en une phrase que j'ai mise sous cette forme-là. Elle peut être prononcée dans n'importe quelle langue et avec plus ou moins de mots, peu importe, hein, mais c'est le principe qui est à la base de ça. Donc on voit que c'est pas si simple si on n'a pas une autre conception de la monnaie de prêt. On voit que ça n'est pas si simple de transformer les choses. Il ne suffit pas d'avoir des beaux principes et de se faire élire sur ces beaux principes. On s'aperçoit que c'est une illusion totale et que en tant que pays dépendant de la finance internationale, nous sommes pieds et poings liés. Ceci pourrait toucher alors tout à fait aussi des initiatives qui viseraient à rendre, entre guillemets, notre société plus civilienne. Dès nos premières rencontres, nous avons évoqué comment nous pourrions œuvrer ensemble, civiliens, civiliennes, de telle façon à ce qui actuellement est le pouvoir exécutif de l'État, peu à peu soit de plus en plus dans les mains des civiliens eux-mêmes. Nous avions même évoqué que nous pourrions imaginer des initiatives civiliennes qui permettent de modifier la loi de telle façon à pouvoir réaliser des expérimentations sociales. Et tant que le verrou dont tu viens de parler est là, même ça pourrait être bloqué. On pourrait imaginer qu'une telle initiative civilienne, peut-être même de manière qui serait encore relativement mineure, eh bien, ait comme un impact financier plus ou moins considérable sur toutes sortes d'organismes, aussi longtemps que ce verrou est là. Et que cette approche civilienne soit elle-même d'emblée déjà verrouillée, tant qu'on n'a pas réussi à trouver la clé qui permet de déverrouiller le cadenas, pour reprendre cette image.
C'est cette clé qu'il faut qu'on regarde maintenant, sachant que, comme tu le rappelais, la proposition qu'on avait faite dans une séance précédente d'avoir par exemple un droit à l'expérimentation sociétale, pourrait effectivement commencer à faire dresser l'oreille de ce domaine de la finance. Et ça pourrait être, enfin, il pourrait tenter de l'empêcher. Hein. Mais peut-être qu'il y aurait un petit créneau par lequel on pourrait passer, parce qu'il pourrait se dire oui, mais ça reste encore très très marginal, et de toute façon, le moment où il faudra l'appliquer, on essayera de faire du lobbying pour que ça ne se fasse pas. C'est donc là que nous aurons besoin d'un deuxième outil, même si nous arrivions à faire l'expérimentation sociétale dans le domaine de la monnaie de prêt, il faudrait aussi pouvoir faire passer une loi sans passer par tous les arcanes des pouvoirs qui, elles, sont soumises, on le voit trop souvent, à la finance. Donc, dans ce cas-là, il nous faut ce deuxième outil que j'appelle le minimum vital de la démocratie, hein, la possibilité du référendum, du droit de référendum et du droit d'initiative populaire. Donc, c'est-à-dire la possibilité de proposer des lois. Ça, il faut toujours, pour tout ce dont on parle, il faut toujours qu'on ait ça à l'arrière-plan. Ces deux droits fondamentaux, le droit à l'expérimentation sociétale, donc pas réglé par l'État unitaire, mais réglé par la société civile, et le droit au référendum d'initiative citoyenne sous une forme double, hein, le droit de modifier les lois et le droit d'en proposer des nouvelles. Donc ces deux droits fondamentaux, c'est au fond le premier combat, c'est tout premier combat pour lequel il faudrait se mobiliser. Une fois qu'on aurait ces deux outils-là, nous pourrions commencer à changer d'autres choses. Et notamment, donc, pouvoir créer des instituts de financement. Ça veut dire quoi, en fait, par rapport à ce que nous venons d'évoquer? Ça veut dire qu'il faut se rendre indépendant de la monnaie qui repose sur le passé. On a cette image ici qui montre la notion d'ouvrir le cadenas, hein, mais on peut peut-être passer à la dia suivante. On a trois notions qu'on a évoquées dans le passé, trois notions temporelles qu'on a évoquées la dernière fois, hein, le passé, le présent et le futur. Ça joue un rôle considérable et beaucoup plus important qu'on ne pense dans la monnaie. En fait, la monnaie qu'on utilise tous les jours, c'est une monnaie qui est liée au présent. On reçoit notre salaire en début de mois, hein, et je dis bien en début de mois, on évoquera ça peut-être quand on parlera de la rémunération. Hein. Nous recevons notre salaire en début de mois et nous allons l'utiliser dans le mois, c'est-à-dire dans le mois présent, principalement. La rémunération que nous avons nous sert dans le temps présent. On peut peut-être mettre un petit peu de côté d'argent quand on le peut, hein, quand on en a vraiment la possibilité, c'est-à-dire qu'on n'est pas à sec, si vous voulez, le 15 ou le 20 du mois, ce qui est le cas pour beaucoup de gens, il faut quand même y penser. Hein. Mais on a la possibilité, donc, on utilise, disons, la monnaie dans le temps présent, la monnaie de paiement. Et on épargne un petit peu, éventuellement, ça j'y reviendrai tout à l'heure. La monnaie qui vient du passé, aujourd'hui, elle a tendance à aller sur des comptes d'épargne et de là à aller dans la spéculation, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc je l'ai mis en rouge, c'est là qu'il y a le cadenas rouge. Hein. Et maintenant, à droite, nous avons la monnaie orientée future. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on l'a bien développé ça la dernière fois, c'est cette monnaie qui se base sur le potentiel d'un projet que portent, par exemple, des fondateurs, des créateurs d'une entreprise. Cette monnaie orientée future, elle va être confirmée, elle est une anticipation sur ce qui va venir dans le futur, c'est-à-dire la réalisation d'un projet. Que ce soit un nouveau projet de création d'entreprise, que ce soit une entreprise qui veut changer par exemple ses machines, hein, ou qui veut créer une deuxième usine, etc. Et donc pour financer le développement d'une entreprise.
et également la monnaie dont on a besoin pour, quand on a un projet d'acheter une nouvelle voiture, d'acheter une maison, etc., au niveau des particuliers. Donc on a des besoins pour le futur. Pourquoi on a ces besoins et pourquoi on ne procède pas par l'épargne? Si on procède par l'épargne, nous avons vu ce qui se passe, c'est que la monnaie va alors tenter de faire des petits, tenter d'aller et va aller directement dans la spéculation. Donc ça veut dire que nous, en tant que particuliers, nous n'accumulons pas de l'argent. Dans l'optique que l'on propose, nous n'accumulerions pas de l'argent, et pour nous décourager, soit en tant que particulier, soit en tant qu'entreprise, nous avons une sorte d'usure de l'argent, la monnaie s'use chaque année. Et la proposition qu'on a faite lorsqu'on a parlé de la monnaie de paiement, c'est qu'elle se déprécie de 10% chaque année si on la stocke sur un compte d'épargne. Donc 10% c'est conséquent. Regardez qu'en 10 ans, par exemple, votre épargne, elle a fondu totalement. Donc on a au fond qu'une seule solution si on veut décourager l'accumulation de la monnaie, c'est de ne pas épargner, ou alors de la mettre à disposition d'une entreprise auprès d'un institut de financement. Et cet institut de financement, qu'est-ce qu'il va faire? En fait, il va traiter les dossiers qui demandent de l'argent pour quelque chose qui va venir, qui n'est pas encore là. Ça peut être, comme on l'a dit, une entreprise, ça peut être un particulier. Mais dans les deux cas, les entreprises et les particuliers, si on arrive à ne plus avoir de la monnaie stockée, eh bien, il n'y aura plus suffisamment de possibilités de financer autrement qu'avec de la monnaie qui va être créée pour la circonstance. Et comme on l'a vu l'autre fois, cette monnaie ne va pas être créée ex nihilo, c'est-à-dire à partir de rien. Elle va être simplement une anticipation sur ce qui va se développer immédiatement après que la monnaie ait été versée sur le compte de l'emprunteur. Dès cet instant-là, l'emprunteur, s'il veut acheter une voiture, il va aller se rendre directement chez le vendeur de voitures. Quelquefois, c'est même le vendeur de voitures qui va lui-même lui obtenir le prêt. Si c'est une maison, on l'a vu la dernière fois, ça passe directement chez le notaire et l'argent est débloqué à ce moment-là ou au fur et à mesure que les travaux se réalisent, si on est dans une construction. Et puis, si c'est une entreprise, c'est la même chose. L'argent devient immédiatement de la monnaie de paiement. Donc l'argent de prêt a une existence extrêmement courte. Tout de suite, il devient monnaie de paiement et est utilisé, se retrouve dans l'économie pour des achats de machines, de voitures, de mobilier, de maisons, etc. Donc cette qualité de monnaie orientée future, elle est là présente dans le moment où le prêt va être contracté, et ensuite elle devient, et on va y revenir, et ensuite elle devient de la monnaie de paiement, donc elle rentre dans la première qualité de la monnaie. Ensuite, chaque mois, ou chaque trimestre, ou chaque semestre, selon les délais qui sont fixés pour les échéances, eh bien, l'emprunteur va rembourser, et chaque fois qu'il va rembourser, cet argent redevient pour un instant monnaie de prêt, mais dès cet instant-là, il disparaît, il est annulé, parce que dans la comptabilité de l'Institut de financement, on va avoir une diminution de ce que doit l'emprunteur. Donc, s'il rembourse 300, son compte va diminuer de 300. Et donc, à ce moment-là, la monnaie de prêt, on le voit, elle a une existence, cette qualité-là, elle est extrêmement fugitive. Et pourtant, pour qu'elle naisse, cette monnaie de prêt, il faut qu'il se passe quelque chose qu'on va regarder maintenant attentivement.
Donc, cette dia nous montre ce qui va se passer pour le prêt d'un particulier à une entreprise. Donc, supposons que quelqu'un ait de l'argent qu'il met de côté. On verra quand nous parlerons de la rémunération et des retraites que ce besoin de mettre de l'argent de côté va diminuer au fur et à mesure qu'on ira vers un facteur de santé dans le domaine du travail et de la rémunération. Ça se fera progressivement, donc en attendant, il y aura toujours de l'épargne, même si on passe dans notre système que l'on propose là. Et donc, les particuliers n'auront pas intérêt, on voit à gauche qu'ils ont deux comptes, le compte de consommation, le compte de paiement de monsieur Untel, hein, donc un compte pour ses paiements quotidiens, et il a un deuxième compte qui est un compte que j'appelle de consommation différée. C'est ce qui correspond au compte d'épargne ou au livret d'épargne que vous avez dans la plupart des banques. On vous propose un système à double compte. Hein. Et le monsieur Untel, il va virer peut-être chaque mois 100 euros, 200 euros, 300 euros pour épargner. S'il conserve cet argent, rappelons-le, sur ce compte différé au-delà du 31 décembre, il va perdre 10% dessus. S'il le fait rentrer sur son compte de paiement, il perdra aussi 10% au passage de la frontière entre les deux comptes. Donc son intérêt est à ce moment-là de le mettre à disposition de l'économie réelle par le biais de l'institut de financement. Selon les dispositions que nous proposons, il ne peut pas prêter à une entreprise directement. Il faut qu'il passe par un institut de financement. Et c'est d'ailleurs aussi dans son intérêt, on verra pourquoi tout à l'heure. Hein. Donc il ouvre un compte de prêt et on voit en brun foncé le compte de prêt de Untel au sein de l'institut de financement. Cet argent, l'Institut de financement va s'en servir pour compléter le prêt auprès de l'entreprise que j'ai appelée très originellement l'entreprise Truc. Donc l'Institut de financement va faire en général un mix entre ce qui vient des particuliers et la monnaie qui va être créée à ce moment-là pour compléter le prêt. Le prêt va à ce moment-là sur le compte de paiement de l'entreprise Truc et qui, comme on l'a vu tout à l'heure, va l'utiliser immédiatement pour ses achats, enfin pour réaliser son plan financier qu'elle a prévu. Donc, les choses vont se passer ainsi, et lorsque Untel a besoin de recevoir son argent en retour, mais il aura été convenu avec l'Institut de financement à quel moment il en a besoin. Il a dit je le prête pour 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Hein. Au moment où il en a besoin, c'est prévu contractuellement, il y aura retour sur ce compte de consommation différée. L'Institut de financement n'a une liaison avec Untel que sur le compte de consommation différée. Et ensuite, de là, Untel va le mettre sur son compte de paiement et là, il perdra dans tous les cas 10%. Mais dans mon livre, Dépolluer l'économie, c'est très détaillé, la comparaison entre le coût que ça représenterait si Untel gardait sur son compte de consommation différé cet argent pendant plusieurs années. Là, j'avais pris un exemple sur 5 ans. Hein, et s'il le met à disposition d'une entreprise et que ça revient simplement au bout de 5 ans, il aura perdu seulement 10% à ce moment-là, alors que sinon, il aura perdu une quantité. Si c'est 5 ans, il aura perdu entre 40 et 50% de la valeur de son épargne. Hein. Donc, c'est considérable. Donc on voit que là, c'est une mesure incitative pour que cette monnaie serve aux entreprises et qu'ensuite elle fasse retour le moment venu aux prêteurs. Justement, Michel, j'ai une question à te poser au sujet du schéma que tu viens de nous présenter il y a quelques instants.
est-ce qu'on ne peut pas, certes on n'est plus dans la même situation qu'aujourd'hui, mais est-ce qu'on ne peut pas quand même considérer que s'il y avait certains déséquilibres en amont, admettons que certaines personnes aient des revenus tels que finalement, tous les mois, elles gagnent beaucoup plus d'argent que ce qu'elles ne peuvent dépenser. Nos besoins ne sont pas illimités, que ce soit les besoins alimentaires, les besoins vestimentaires, etc. Et donc, il y aurait, on va dire dans la société, d'une façon générale, quand même des personnes qui se retrouveraient tous les mois avec des excédents relativement importants. Elles les placeraient sur leur compte de consommation différé pour le prêter ensuite à des entreprises. N'y aurait-il pas quand même une accumulation dans ce cas-là de capitaux? Peut-être que c'est le mot capital qui serait plus tout à fait adéquat, une accumulation de monnaie, disons-le comme ça, qui certes serait déjà tout à fait diminuée par rapport à ce qui existe aujourd'hui, où il y a une augmentation qui peut être exponentielle carrément. Quand quelqu'un dispose déjà de sommes très importantes, eh bien cette augmentation va sans cesse en augmentant. On ne serait plus dans cette situation-là. Il y aurait quand même un net ralentissement, mais par rapport à ce dispositif qui est mis en place pour éviter le stockage de la monnaie, les accumulations de monnaie, etc., qui est déjà une avancée extrêmement considérable. Est-ce qu'on se retrouverait pas quand même, malgré tout, à plus ou moins long terme, dans des déséquilibres, si à la source, on se retrouve avec un mode de revenus qui est très déséquilibré, disons? Oui, tout à fait. Ça c'est... Bien sûr, le problème n'est pas encore réglé avec simplement ce que nous proposons. Il faut encore d'autres mesures, mais celles-ci dépendent d'une autre branche de la croix de l'économie, c'est celle de la rémunération. C'est-à-dire que qu'est-ce qui fait qu'on ait un revenu qui dépasse largement ce qu'on peut raisonnablement dépenser dans un mois ou dans une année. Donc là, on a un problème de rémunération. On a un problème de rémunération en tant que ce qu'on appelle aujourd'hui le salaire. Il faudra trouver d'autres mots pour ça, utilisant le mot rémunération mensuelle pour l'instant. Et puis, ce qui peut venir aussi sous la forme de part de la plus-value d'une entreprise en fin d'année, par exemple, qui reviendrait à tous les collaborateurs de l'entreprise. Ça, c'est une question qui a à faire aussi avec le capital, avec la transformation de cette autre branche de la croix de l'économie qui est le capital. Donc on voit que ces questions sont interconnectées entre les quatre branches de la croix de l'économie, il est important d'agir dans les quatre directions. La quatrième branche aussi, le fait que si on épargne tous les mois une assez grosse quantité d'argent, on peut très facilement acheter un appartement et qui va servir à de la spéculation aussi. Donc tout ceci est complètement interconnecté. Il nous faut agir sur chacune des branches. On ne peut pas agir sur une seule. On peut le faire, mais à titre expérimental. À terme, il faudra que les quatre branches de la croix de l'économie trouvent des chemins pour être sortis de l'économie. C'est-à-dire pour n'être plus marchandises. Pour ne plus être marchandises. Elles impactent l'économie, mais elles ne sont pas marchandises au sein de l'économie. C'est ça. Dans la séquence suivante, nous pourrons encore aussi clarifier ce qu'est la nature de l'argent de prêt. Mais qu'est-ce que c'est qu'un prêt, en fait? Si on regarde, si quelqu'un veut créer une entreprise, par exemple, qu'il vient voir un institut de financement, comme on va le présenter tout à l'heure, eh bien, il vient parce qu'il a un projet qui va créer de la valeur dans l'économie. Et ce que fait à ce moment-là l'institut de financement, c'est de mettre simplement à disposition cet argent. Mais mettre à disposition, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, il comptabilise sur le compte de l'emprunteur une somme
Et ça veut dire qu'au fond, il fait une sorte d'anticipation de quelque chose qui va apparaître dans les mois et les années à venir. Un prêt, c'est en fait tout simplement une anticipation que fait l'ensemble de l'économie envers un projet. Et cette anticipation va s'inscrire de façon comptable sur le compte de l'emprunteur, une entreprise par exemple. C'est la même chose pour veut s'acheter une maison, une voiture ou du mobilier, etc. Ce qui voudrait dire alors que prêter de l'argent pour une personne ou une entreprise, etc., qui ne serait pas orientée vers une production à venir, simplement pour de la consommation, pourrait alors être inadéquat. Puisqu'il n'y a pas de production à venir, il faut que cette personne ou cette entreprise soit dans la capacité, grâce à cette production, de rembourser le prêt à un moment donné. Bien sûr, oui. Oui. Ça c'est indispensable qu'il puisse rembourser son prêt. Ça semble peut-être bizarre de le dire, mais quand on voit ce qui se passe aujourd'hui au niveau des États et au niveau des banques centrales et au niveau des théories qui sont faites par les économistes, certains disent, mais non, en fond, on n'a pas besoin de rembourser les prêts. On peut continuer à... Je raccourcis bien sûr le raisonnement, mais ce qui semblait une évidence jusqu'à il y a quelques mois en arrière, aujourd'hui, vous avez des économistes très sérieux qui, très sérieusement, c'est pas un 1er avril, ils vous soutiennent que, au fond, on pourrait vivre sans rembourser les prêts. L'État pourrait continuer à s'endetter éternellement. Là, il faudrait consacrer une soirée à ça. On est en train de pénétrer dans une sphère de chaotisation totale de la monnaie actuellement. Et ce ne sont parfois des économistes de renom qui disent ça d'ailleurs. D'ailleurs, il faut remarquer que les États, lorsqu'ils empruntent de l'argent, pour une part, utilisent cet argent sous forme de subvention. Et quand on subventionne des projets, ce qui est indispensable, bien sûr, eh bien, il n'y a pas nécessairement de retour d'argent des projets subventionnés. Au contraire, il ne s'agit pas de prêter de l'argent à des entreprises ou à des associations ou à des institutions, mais il s'agit de leur verser sans retour. C'est ça le principe de la subvention. Or, le financement de cette subvention se fait sur base d'emprunt. Donc là, c'est clair que il n'y aura pas de possibilité de rembourser sur base d'une activité future, puisque cette activité-là ne va pas faire l'objet d'un retour d'argent vers l'État lui-même qui va pouvoir rembourser ses emprunts. Mais voilà, je ferme la parenthèse aussi, mais pour dire qu'on est là en pleine problématique de fond. Ouais, ce que tu dis, en fait, montre deux choses. C'est que d'un côté, on a par exemple des subventions, et c'est-à-dire qu'on a de la monnaie, ce qu'on va voir la prochaine fois, de la monnaie de contribution qui est empruntée. Et là, on marche sur la tête. On le comprendra bien la prochaine fois. Et puis, deuxièmement, il y a l'espoir que la croissance économique permettra un jour d'assainir les finances et de pouvoir rembourser et de revenir en dessous des fameux 60%. Mais là, on voit qu'on vit avec des représentations, des schémas de fonctionnement anciens. Ça fait longtemps que la croissance a disparu. Alors elle va peut-être réapparaître maintenant. On va dire, on a une croissance formidable. Mais c'est parce qu'on a décru de façon conséquente. On a à peu près perdu 10% du PIB en l'espace d'un an. Et donc si tout à coup maintenant il y a une recroissance, ce sera un rattrapage. Mais ça ne sera pas la croissance qu'on a connue dans les années passées. Ça, c'est aussi un thème en soi qu'il faudrait aborder. Mais voilà, tout à fait. On est donc face à une situation qui est de plus en plus désorganisée. Et si l'on a les clés de lecture pour comprendre en quoi consiste cette désorganisation, je crois que là, on peut, à partir de là, trouver les remèdes. Comme on va essayer de le faire pour les instituts de financement, tels qu'on va les présenter. Alors, si on arrive à la question que c'est une nécessité et qu'il faut qu'il puisse être acquis le prêt à un coût nul,
au fond, il faut se dire qu'il s'agit là d'un service public, un service public de la monnaie, de même qu'on avait les instituts de paiement qui étaient un service public parce qu'on a besoin que les paiements puissent se faire facilement et rapidement. De même, on a le besoin du prêt comme un besoin de l'économie. Et donc, il s'agit là d'un service public au même titre que les routes, l'infrastructure pour les communications, la poste, etc. Donc cette notion de service public introduit comme ça dans la monnaie peut résoudre aussi un certain nombre de questions qui seraient soulevées par le fait que l'intérêt, parce que les banques par exemple se rémunèrent en grande partie sur les prêts qu'ils font à leurs clients, entreprises et particuliers. Donc comment les instituts de financement seront-ils financés eux-mêmes? Eh bien, il faudra bien sûr que ce soit de l'argent public, une façon d'assainir cette question, cette partie-là de la monnaie d'une façon considérable. Et quand je dis service public, alors je voudrais juste préciser une chose, c'est que ça ne veut pas dire un service régi par un État exécutif central. On est bien d'accord. Nous avons posé lors de nos premières séances le fait que l'État devrait se transformer considérablement, devenir un État civilien, un État de la société civile. Et il s'agit donc de créer un service public du prêt géré par la société civile. Les instituts de financement seraient gérés par la société civile. Merci de l'avoir précisé, parce que quand on dit service public, eh bien, beaucoup peuvent faire par automatisme le lien avec l'État central, etc. Alors que ce n'est pas ça qui est entendu. D'ailleurs, nous avions bien précisé que certains services publics sont rendus par des sociétés privées, en fait, mais avec un cahier des charges de service public, précisément. Tout à fait, oui. Et là, dans ce cas, ce seraient des institutions qui seraient sans but lucratif, donc qui seraient de l'intérêt public. Et la question de chercher à faire une plus-value n'est pas dans leur objectif, je crois. Cette capsule vidéo s'achève ici. Peut-être trouverez-vous ces idées particulièrement intéressantes, voire passionnantes et enthousiasmantes. Si vous souhaitez approfondir le sujet, je vous invite à vous rendre sur la page web qui présente la 12e rencontre civilienne et à visionner cette vidéo à partir de la 48e minute, www.civilien.info/12. Sur le site civilien.info, je vous invite à découvrir bien d'autres conceptions novatrices encore, pour ne pas dire conceptions révolutionnaires sur le plan de la pensée. Elles concernent des métamorphoses de la vie en société, l'économie, le travail, les rémunérations, les retraites, les relations avec la vie culturelle, avec l'État, etc. Ce dont notre époque a le plus besoin, ne plus reproduire les pensées habituelles et anciennes, mais avoir le courage de penser de manière nouvelle et beaucoup plus profonde la question sociale. L'aventure du temps des civiliens ne s'arrête donc pas ici. Au contraire, elle ne fait que commencer. À très bientôt sur le site du temps des civiliens. Les concepts clés relatifs à la monnaie et à l'argent, ainsi que des propositions de dispositifs opérationnels possibles, sont présentés sur le site www.civilia.info au cours des rencontres civiliennes numéro 10, 11, 12, 13 et 14. Vous pourrez approfondir encore en prenant connaissance dans le livre Dépolluer l'économie, tome 1, Révolution dans la monnaie, qui existe aussi en langue anglaise.